Alors, bonjour et bienvenue à cette table sur les pénalités. Les pénalités sont une clause clé des contrats dans la commande publique, obligatoire. Elles garantissent à l'entité publique la bonne exécution du marché et des engagements pris par son attributaire. Donc, les nouveaux CCAG publiés en avril 2021 encadrent les pratiques en matière de pénalité. Donc, cette table ronde, c'est justement l'occasion de faire le point sur les évolutions portées par les nouveaux CCAG, les bonnes pratiques, la vision des opérateurs économiques. Donc, pour échanger sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre table ronde Laure Bédier, directrice de la DAJ, Nicolas Maure, directeur général chez le médiateur des entreprises, Lionel Ferraris, directeur des politiques et du pilotage de l'offre chez GAP, et Christelle De Oliveira, présidente de la Confédération des petites et moyennes entreprises des Deux-Sèvres, le département de la PK. Alors, bonjour Laure. Laure, les nouveaux CCAG encadrent les pénalités dans la commande publique. Pouvez-vous nous indiquer tout d'abord pourquoi les CCAG ont été revus et quels sont les principes et évolutions en matière de pénalités dans les marchés publics? Bonjour Sandrine, bonjour à tous. D'abord, je voudrais souligner qu'on est dans un jour un peu spécifique puisque les CCAG deviennent obligatoires à partir de demain, 1er octobre. Il n'y aura plus que les nouveaux CCAG, donc les CCAG de 2009, qui étaient les derniers CCAG, vont disparaître. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait des nouveaux CCAG? D'abord parce que les précédents étaient quand même très anciens, 2009, et ils ne tenaient pas compte à la fois des nouvelles directives et puis du code de la commande publique, donc du nouveau code de la commande publique. Il y avait un toilettage à faire. Par ailleurs, le gouvernement sait faire des instruments au service d'un rééquilibrage des relations contractuelles entre les acheteurs et les entreprises. Ça a été une vraie volonté politique. C'était aussi l'occasion d'utiliser ces CCAG pour en faire des instruments au service des politiques publiques, des autres politiques publiques comme le développement durable. Et puis, ça a été aussi l'occasion de tenir compte des spécificités des marchés de maîtrise d'œuvre, qui n'étaient pas forcément bien pris en compte, puisqu'il n'y avait pas de CCAG maîtrise d'œuvre. Donc, ça a été l'occasion de faire un 6e CCAG maîtrise d'œuvre. Et enfin, ça a été aussi l'occasion de prendre en compte tous les sujets de dématérialisation. Donc voilà globalement les différents objectifs que nous avons souhaité remplir à travers la publication de ces nouveaux CCAG. Alors, s'agissant plus particulièrement des pénalités, donc l'objectif était d'éviter que les acheteurs mettent en place des pénalités trop élevées qui dissuadent les entreprises, et notamment les petites et moyennes entreprises, de soumissionner au marché public. Alors, initialement, je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé au groupe de travail mis en place par la DAJ, mais initialement, on avait envisagé un plafonnement de l'ensemble des pénalités. Et puis, il y a eu des discussions, ça a été, voilà, comme on ne travaille que par consensus, disons que nous n'avons pas eu un consensus sur ce sujet. En revanche, il y a eu un consensus sur le plafonnement des pénalités de retard, qui ont donc été plafonnées à 10%. Et puis, par ailleurs, CCAG prévoit l'organisation d'une procédure contradictoire préalable à l'application des pénalités, notamment en matière de clauses sociales et environnementales. Donc, c'est les deux grandes nouveautés des CCAG, plafonnement des pénalités de retard et procédure contradictoire préalable obligatoire avant l'application de ces pénalités, sachant que, bien sûr, le montant des pénalités est renvoyé à chaque document de marché. Donc, voilà globalement ce que je peux dire sur les nouveaux CCAG. Merci Laure. Vous venez d'évoquer, Laure, vous parliez des entreprises et des groupes de travail. Je vais me retourner vers Christelle De Oliveira. Christelle, vous représentez les petites et moyennes entreprises. Que pensez-vous des évolutions justement des CCAG en matière de pénalité dans les marchés publics? La question est très simple. Est-ce que c'est une bonne mesure pour les entreprises? Oui, bonjour Sandrine, bonjour à tous. Effectivement, nous, au sein de la CPME, pour nos adhérents TPE-PME, nous pensons effectivement que c'est une très bonne mesure. Le plafonnement à 10% donne une visibilité pour nos TPE
et ce qui permet un engagement sur le plan économique plus serein. C'est un risque moindre pour une TPE-PME qui n'était pas ou qui n'est pas toujours prête à s'engager sur les marchés publics. Donc, c'est un levier important pour l'accès à la commande publique pour les TPE-PME. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Elles sont rassurées et parce que l'accès en est quand même plus facilité pour elles. Pour moi, en ma qualité de présidente des Deux-Sèvres, des TPE-PME, je peux remarquer que quand on a une veille sur les appels d'offres qui sortent, effectivement, on interpelle nos TPE-PME afin qu'elles y répondent. On fait un petit peu la transition entre les donneurs de marché public et suite à un partenariat que nous avons avec quelques structures. Aujourd'hui, elles sont encore très méfiantes, mais comme l'a dit Madame Bédier, la transition se termine et là, on rentre en période plus propice peut-être pour elles. Et pour l'application de ces nouveaux taux de pénalité, ces délais la réalisation va être plus concrète pour elles en fait. Voilà. Donc, il faut rétablir la relation de confiance et je pense qu'on est sur le bon chemin. Merci Christelle. Justement, je vais revenir vers Laure. Suite à la parution de ces CCAG, beaucoup d'entités publiques s'interrogent finalement sur le fait de pouvoir continuer à faire comme elles ont l'habitude, c'est-à-dire à déroger sur leur CCAP, sur ces clauses de pénalité pour continuer finalement à les aménager comme elles le souhaitent. Donc, est-ce que c'est une bonne pratique et est-ce que c'est le sens des évolutions portées par cette refonte des CCAG? J'ai perdu. Je crois que la réponse est question. Je disais en introduction que l'un des objectifs de la réforme. Bon, vous n'entendez pas? Allô? Vous n'entendez plus? Si, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Votre connexion n'est pas stable, mais allez-y, on vous entendait. Vous m'entendez ou pas? Oui. Alors, attendez, j'ai peut-être changé. Je suis désolée, en fait, je ne peux pas faire ce genre de visio au bureau. Donc, j'ai des problèmes sans doute de… Attendez. Ça va là? Oui, oui. Bon, ok. Donc, je disais que l'un des objectifs de la réforme, c'était donc de rééquilibrer les relations contractuelles en faveur des entreprises. Donc, bien entendu, il faut que les acheteurs publics restent au maximum fidèles et ne prévoient pas, enfin fidèles au CCAG, ne prévoient pas de dérogation. Et d'autant que donc ce plafonnement des pénalités qu'on fait partie des mesures de rééquilibrage. Donc, y déroger, c'est remettre en cause l'ensemble de l'équilibre, tout comme déroger à la procédure contradictoire, qui est maintenant, comme je le disais, obligatoire. Si on revient peut-être 5 minutes sur la procédure contradictoire, donc ça permet d'éviter l'application de sanctions automatiques qui peuvent avoir pour de mettre en danger la poursuite des prestations. Et donc, il faut bien avoir à l'esprit que la procédure contradictoire, ce n'est pas uniquement une procédure en faveur de l'entreprise, c'est aussi une sécurité pour l'acheteur. D'où la nécessité de réfléchir vraiment avant de proposer des dérogations. Alors, ça ne veut pas dire que la dérogation est toujours défavorable à l'acheteur et exclue, puisqu'il peut y avoir certains marchés un peu spécifiques où on peut envisager de déroger notamment donc, au plafonnement des pénalités. Mais il faut que ce soit effectivement réfléchi et pensé. Merci Laure. Je vais me retourner vers Nicolas More, du médiateur des entreprises. Laure vient juste d'évoquer la procédure contradictoire dans le cadre des nouveaux CCAG. Du point de vue de la médiation, quelles seraient ou quelles sont vos recommandations à ce sujet? Oui, bonjour, merci de votre invitation. Effectivement, nous, les médiations dans les marchés publics, c'est une part significative de notre activité. Ça correspond depuis 2012 à environ un tiers de nos saisines. Et comme le précisait effectivement
Laure Bédier, on se réjouit du principe général de recours au dispositif de règlement amiable dans le cadre des CCAG, en parallèle des autres dispositifs tels que les CCRA. Donc, par rapport à notre expérience de traitement de ces différends, on constate que trop souvent que les discussions entre maîtres d'ouvrage et entreprises titulaires sont trop souvent reportées au moment du calcul du solde final en fait, du marché. Et c'est à ce moment-là, en général, à ce stade, que sont évoquées les problématiques liées aux pénalités. Donc pour nous, c'est pas la voie la plus efficace. Ni pour les maîtres d'ouvrage qui souhaitent bien évidemment la bonne exécution du marché, ni pour les entreprises, comme c'était déjà signalé, qui souhaitaient une juste rémunération et accessoirement le respect des délais de paiement qui est indispensable à leur trésorerie. Donc pour nous aujourd'hui, cette mise en œuvre de procédures contradictoires avant l'imposition des pénalités, elle est complètement dans l'esprit du dialogue que l'on recommande tout au long de l'exécution des marchés et nous semble appeler une mise en œuvre autant que faire se peut systématique. Merci Nicolas. Du coup, je vais me retourner vers Lionel Ferraris de l'UGAP. On vient d'évoquer des procédures, la procédure contradictoire. Alors, on va avoir un témoignage concret. Du coup, Lionel, comment à l'UGAP vous procédez en cas de litige justement avec un fournisseur et comment vous vous êtes organisé justement face au nouveau CCAG pour en respecter le sens. Bien, bonjour Sandrine, bonjour à tous. Merci de cette invitation à participer à vos travaux. J'ai le même problème que Laure Bédier, donc si jamais ma connexion n'était pas bonne, Sandrine, n'hésite pas à faire signe pour que je ralentisse le débit ou que je trouve un autre positionnement. Bien, donc la gestion des pénalités au sein de l'UGAP, d'abord peut-être quelques mots sur ce qu'est l'UGAP, très rapidement parce que c'est indispensable pour comprendre la façon dont nous gérons les pénalités. Sur l'essentiel de son activité, l'UGAP n'achète pas pour elle-même, mais achète pour revendre. Donc nous achetons auprès du secteur privé par le voie du Code de la commande publique pour revendre au secteur public qui, lui, n'a qu'à nous adresser des bons de commande, enfin je simplifie, puisque nous avons passé les marchés auparavant au bénéfice de nos clients. Si je fais ce petit détour, c'est parce que la gestion de la pénalité, chez nous, elle est un instrument parmi d'autres d'une gestion, non pas d'une relation bilatérale entre nous, acheteurs, et le fournisseur, mais c'est un instrument d'une gestion d'une triangulaire un peu complexe entre nous, le fournisseur, et le client. Parce que nous sommes garants de la bonne exécution de nos marchés auprès des clients, essentiellement. Donc, ça nous amène, pour rebondir sur la question de Sandrine Bailly, ça nous amène, et ça nous a, depuis assez longtemps d'ailleurs, depuis avant même les nouveaux CCAG, à pratiquer le contradictoire depuis longtemps. Parce que lorsque nous déclenchons une pénalité fournisseur, il faut le faire en connaissance de cause, il faut le faire souvent à la demande du client, c'est souvent le client qui a l'information d'un problème de livraison ou de décalage, et c'est cette information-là qui va déclencher un processus contradictoire entre nous, le fournisseur et le client. Donc, ce contradictoire nous amène souvent à des positions un petit peu de médiateur, si j'ose dire très modestement, qui des fois provoque rencontre la satisfaction des parties et parfois moins. Je pense que c'est un peu normal. En termes d'organisation interne, ça nous amène à déployer, à faire fonctionner une organisation assez importante qui assure cette forme de contradictoire. C'est-à-dire que plusieurs personnes dans notre réseau commercial, dans les différents territoires, dans les régions, sont amenées à être en front office client pour arriver à cerner ce qui s'est passé lorsque le client réclame le déclenchement d'une pénalité. Et en centrale, nous avons également une cellule qui est dédiée à la gestion centralisée de ces pénalités. Donc, à l'échelle de l'UGAP, et c'est normal, c'est pas spécialement que nos marchés génèrent plus de pénalités que d'autres. Je reviendrai un petit peu plus tard, Sandrine, sur comment on appréhende globalement la pénalité dans le cadre de la gestion fournisseur. Mais c'est vrai que c'est une gestion assez importante qui consomme de fait plusieurs ETP au sein de l'établissement public, justement pour arriver
pour arriver à trouver ce juste milieu. Il y a une forme de loi de l'équilibre qu'il faut respecter toujours dans la gestion de la pénalité. Et cette loi de l'équilibre, et j'aime bien ce que disait Laure Bédier en termes de rééquilibrage entre l'acheteur et le fournisseur, nous, c'est encore un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un troisième acteur qui est le client auquel nous reversons dans une grande partie des cas le montant des pénalités. Voilà, d'où cette gestion un peu complexe sur l'UGAP. Merci Lionel. On le sait, et on l'a dit, Christelle l'a évoqué tout à l'heure, les pénalités en fait sont parfois mal perçues par les opérateurs économiques qui répondent les marchés, et finalement elles le voient comme une sanction. Pour donner un petit peu de visibilité, puisque nous avons des entreprises qui suivent cette conférence, finalement, Lionel, pouvez-vous nous expliquer au sens de la commande publique, quel est le sens réel des pénalités et pourquoi, en fait, on les met en place dans le cadre d'un marché? La pénalité, c'est, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais c'est la contrepartie d'une exigence, c'est la contrepartie d'une demande. Et je crois qu'il faut l'avoir comme tel dans le cadre d'une relation équilibrée. Et c'est tout le sens et tout l'esprit du nouveau CCAG. Je vais caricaturer un petit peu, je commence à faire partie des vieux routards de la commande publique. Au début de ma carrière, la pénalité dans le marché public, c'était un petit peu la matérialisation, le fin du fait qu'il y avait une sorte de présomption, j'allais presque dire de culpabilité ou de mauvaise volonté de la part du fournisseur. Et c'est vraiment à cette idée-là qu'il faut tordre le cou dans le cadre de l'esprit des nouveaux CCAG. Voilà. Je pense que globalement, la pratique des acheteurs publics évolue. Les nouveaux CCAG vont nous y aider de façon tout à fait considérable. Je pense qu'il faut que collectivement, nous arrivions à ce constat, en fait, que la pénalité n'est qu'un des nombreux instruments de management de la relation fournisseur. Et en fait, ce management de la relation fournisseur, il part du sourcing jusqu'à la fin d'exécution du marché et même après. La pénalité, c'est la manifestation, c'est la traduction du fait que quelque chose s'est mal passé. Et dans une relation, alors qu'elle soit bilatérale, acheteur-fournisseur, ou trilatérale dans le cadre UGAP, acheteur-fournisseur-client, il y a toujours, je ne sais pas si je vais choquer, mais en tout cas peut-être un peu titiller ou alimenter le débat, il y a toujours une forme de tort partagé. Lorsqu'on est amené à déclencher la pénalité de retard, c'est peut-être qu'il y a eu un problème dans la définition du besoin. C'est peut-être que nous-mêmes, acheteurs, voire le client, n'a pas lui-même été en mesure, par exemple, de réceptionner. Alors là, dans la période Covid, on a eu florès de cas chez nous comme partout ailleurs, mais même hors période Covid, parfois le client n'a lui-même pas les moyens d'être à la hauteur de ses exigences. Voilà. Donc, il faut procéder, nous, vraiment à une revisite de la façon dont le marché a été monté. Avant, évidemment, de déclencher la pénalité, il faut discuter avec le fournisseur, très typiquement sur les clauses sociales ou sur les clauses environnementales. On a une grosse action là-dessus à l'UGAP, notamment en matière de clauses d'insertion dans les marchés. Lorsqu'on s'aperçoit que le fournisseur ne pourra pas, ou en tout cas montre des signes disant qu'il a quelques difficultés parfois à atteindre ses objectifs en matière de clause d'insertion, déjà, il faut instaurer une relation qui fait qu'il soit lui-même amené spontanément à le manifester en amont, ce qui déjà situe les choses dans le cadre d'une relation fournisseur globale. Et ensuite, il faut intervenir assez tôt pour que nous n'ayons pas à déclencher les pénalités. Et nous-mêmes en tirer les conséquences sur la façon dont on manage la relation avec le fournisseur et de la façon dont on renouvellera le marché. Donc voilà, je pense que c'est globalement l'esprit que nous essayons d'insuffler. Et encore une fois, les CCAG sont très très bienvenus. Les pénalités ne sont pas l'alpha et l'oméga, ce n'est qu'un instrument parmi d'autres qui est toujours une forme d'aveu d'échec collectif. Merci Lionel. Christelle,
au quotidien, en tant que présidente de la CPME des Deux-Sèvres, vous êtes en relation avec les petites et moyennes entreprises. De leur point de vue, comment perçoivent-elles les pénalités et finalement, quelles sont leurs attentes vis-à-vis des entités publiques à ce sujet? Nous, de notre côté, au niveau des TPE-PME, bon, évidemment, elles perçoivent mal les pénalités, même si elles les comprennent. Hein, c'est quand on ne réalise pas un marché, où, voilà, il y a des conséquences pour voilà, il y a forcément des conséquences, ça on le sait très bien. La seule chose, c'est que effectivement, comme disait Monsieur Ferraris, si on nous connaissait bien, si on avait toute cette communication entre nous et on éviterait sensiblement beaucoup de difficultés. Il faut bien comprendre aussi que nous, on est des TPE-PME, n'avons pas la même envergure que les grands groupes. Donc, à un moment donné, il y a des marchés qui sont, des cahiers des charges qui sont écrits et qui sont assez exigeants aussi sur l'immédiateté, la priorité. Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu dans la réalisation d'un marché qui ne dépendent pas forcément que de nous et on n'a peut-être pas forcément toujours cette possibilité de répondre facilement, même si on y met tout ce qu'on peut, hein, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre en compte la difficulté des TPE-PME, en tout cas l'envergure, les structures que nous sommes. Nous ne sommes pas des grands groupes et pour qu'on puisse répondre à ces marchés, il faut que ça soit adapté à nous. Et effectivement, comme disait Monsieur Ferraris, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Il faut voilà, que les donneurs d'ordre aient bien conscience à qui ils ont affaire et nous également, on soit aussi honnêtes de notre côté. Donc ça, il n'y a pas de souci pour ça, en général. Voilà. Merci Christelle. Je vais revenir vers Lionel. Justement, finalement, la commande publique, c'est une chaîne du sourcing jusqu'au paiement du fournisseur. Donc, si on devait résumer succinctement les bonnes pratiques à adopter sur cette chaîne en matière de pénalité, ce serait quoi les points essentiels, Lionel? D'abord, toujours garder à l'esprit que les pénalités, comme tous les éléments essentiels d'un marché public, sont quelque chose qui sont à adapter. Et il ne faut pas adapter en fonction du marché fournisseur, adapter en fonction du segment d'achat, etc. On voit souvent, et parfois aussi chez tous les acheteurs publics, ce travers un petit peu d'appliquer des règles très générales. Bien sûr, il y a des règles générales, bien sûr, il y a les CCAG, il y a la politique générale de l'acheteur, mais il faut surtout être vigilant à adapter les choses. Et puis, je dirais, la bonne pratique essentielle, c'est, on disait tout à l'heure, la gestion, le management de la relation fournisseur, elle part du sourcing jusqu'à la fin de l'exécution du marché et même au-delà, parce que des fois, l'effet de l'exécution d'un marché va au-delà de sa fin, juridiquement. Je pense qu'il faut évoquer de façon tout à fait sereine, y compris la question éventuellement des pénalités dans le cadre du sourcing. Dans tel et tel marché fournisseur, dans tel secteur économique, dans chez tel type de PME, qu'est-ce qui risque, et c'est extrêmement intéressant, y compris pour l'acheteur, qu'est-ce qui risquerait, pour vous, entrepreneurs, éventuellement de mal se passer? Qu'est-ce que vous avez déjà observé? Voilà. Ça peut nous aider aussi à cibler les choses de façon plus pertinente. Voilà, je pense après beaucoup de choses qui sont frappées au coin du bon sens et qui découlent, je crois, naturellement de ce nouvel état d'esprit, encore une fois, qui est largement impulsé par les CCAG, qui est de dire la pénalité n'est pas une arme que l'acheteur public va dégainer tel un justicier dans un film américain. Non, la pénalité, c'est un instrument parmi tant d'autres d'une relation de management global avec le fournisseur et le fait qu'elle ait matière à s'exécuter est un aveu de tort partagé. Voilà, je pense que c'est d'abord ça qu'il faut retenir et tout le reste en termes de bonnes pratiques, je pense, en découle. Merci Lionel. Je vais me retourner vers Nicolas. Les médiateurs des entreprises interviennent régulièrement dans un litige.
et notamment au sujet des pénalités. Donc, avec toute l'expérience et le recul que vous avez à la médiation, pourriez-vous nous indiquer quelles leçons on tire de ces pénalités, quelle analyse on peut retirer de manière globale sur la gestion de ces pénalités dans le cadre de la commande publique? Comme je l'indiquais précédemment, la question de l'imposition des pénalités, elle intervient beaucoup trop fréquemment vraiment en fin de marché. Ça va cristalliser les ultimes discussions financières entre maîtres d'ouvrage, entreprises titulaires. Et ce n'est pas forcément conforme à leur objectif premier, qui est quand même la bonne exécution des engagements contractuels. Donc, ces pénalités qui peuvent être prévues pour des retards d'exécution, mais aussi pour d'autres obligations contractuelles, bonne exécution d'une clause d'insertion ou autre, elles sont désormais, je dirais, mises en perspective avec l'échange systématisé que va permettre le contradictoire. Et qui va être, comme l'ont précisé messieurs Ferraris et Bailly, l'occasion de s'expliquer, de mieux comprendre les contraintes réciproques du titulaire et du maître d'ouvrage dans l'exécution. Donc, tout ça va dans la bonne direction. On considère que les nouveaux CCAG participent, et on a partagé ce constat au bon équilibre entre les parties. Et donc, vous avez eu l'occasion de constater dans la précédente table ronde notre attention à la mise en place de l'amélioration des relations entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Et donc, on encourage également la contractualisation pour les acheteurs publics qui sont candidats aux titulaires du label Relations fournisseurs et achats responsables, afin de pouvoir créer cet état d'esprit de dialogue sur lequel on est en train d'échanger. Merci Nicolas. Alors, on a fait un tour d'horizon sur cette première partie sur finalement le sens et les bonnes pratiques en matière de pénalité. Et là, on a un sujet de crise qui est finalement la hausse et la pénurie des matières premières. Donc, c'est un sujet d'actualité qui est très prégnant, notamment pour les entreprises. Donc là, je vais me tourner vers Laure Bédier. Beaucoup de secteurs d'activité, dans plusieurs secteurs d'activité, les entreprises font face à des augmentations conséquentes des prix et de délais d'approvisionnement, voire parfois à des pénuries ou des arrêts temporaires de leurs approvisionnements. Donc le 16 juillet dernier, une circulaire a été publiée sur l'aménagement des conditions d'exécution des marchés publics. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Oui, peut-être d'abord pour rappeler que, parce que c'est des questions qui nous ont été posées à l'époque, que l'ordonnance du printemps 2020 pour faire face à la crise Covid et puis le dispositif circonstances exceptionnelles que nous avons inséré dans le Code de la commande publique ne pouvaient pas être mobilisés pour faire face à cette crise. Parce qu'en fait, ces deux dispositifs sont tout de même très ciblés Covid, en fait. C'est pour faire face aux mesures prises pour lutter contre la pandémie. Et donc là, la hausse des matières premières et la pénurie étaient en partie liées à ces mesures prises pendant la pandémie, mais elles étaient aussi multifactorielles, liées à l'argent mis pour soutenir l'économie et puis à des demandes plus fortes, notamment asiatiques. Donc, on ne pouvait pas mobiliser ces instruments-là. Et donc, effectivement, à la demande des entreprises, nous avons publié donc une circulaire, comme vous le rappeliez, en juillet, qui ne concerne que l'État et les établissements publics de l'État, puisque l'État ne peut pas, en raison du principe de la libre administration des collectivités locales, imposer des politiques d'achat aux collectivités territoriales par voie de circulaire. Donc une circulaire pour l'État et ces établissements publics, donc demandant aux acheteurs de renoncer aux sanctions contractuelles en cas de retard de livraison, notamment aux pénalités. Alors, la circulaire invite les collectivités à faire la même chose, mais comme je le disais, c'est une simple invitation. Cette même circulaire rappelle aussi l'importance de bien respecter les délais de paiement, qui sont aussi un élément important pour soutenir la trésorerie des entreprises. Et je vois Nicolas Mort qui approuve fortement
fortement cet élément de la circulaire. D'ailleurs, je rappelle que nous étions ensemble aux réunions dans lesquelles nous avons présenté cette circulaire. Donc, cette circulaire, elle est importante, mais elle a été doublée d'une fiche un peu plus technique publiée sur le site de la direction des affaires juridiques à destination des acheteurs, rappelant notamment la jurisprudence sur le caractère raisonnable des pénalités et la nécessité pour l'avenir dans les nouveaux marchés de bien prévoir des clauses d'exonération des pénalités en cas de circonstances exceptionnelles, parce que voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, ce type de circonstances. Donc, on a eu la crise Covid, on a eu la hausse des matières premières, ça peut se reproduire, c'est des choses qu'il faut anticiper dans les marchés. Alors, d'après les premiers retours que j'ai eus, mais j'espère que vous me confirmerez, les acheteurs de l'État ont plutôt bien joué le jeu. Et donc, les difficultés qu'il y a pu avoir et qui ont pu persister, j'ai l'impression ont plutôt persisté soit du côté des autres acheteurs publics, soit notamment du côté du privé. Merci Laure. Je vais me retourner vers Christelle de Oliveira, puisqu'on a la chance effectivement d'avoir une représentante des petites et moyennes entreprises. Donc Christelle, suite à cette hausse et cette pénurie, les entreprises rencontrent de vraies difficultés. Donc quel message finalement voulez-vous porter à l'attention, puisque comme le rappelait Laure, cette circulaire concerne l'État. Donc, quelle est votre attente finalement vis-à-vis de l'ensemble des acheteurs publics face à ce problème? Qu'elle soit respectée déjà rigoureusement, scrupuleusement, puisque c'est très important, hein, Madame Bédier l'a bien dit, hein, effectivement, par rapport aux achats État, je pense que là-dessus, il n'y a pas de souci. L'idéal, c'est qu'elle soit étendue, tous les acheteurs. Pour nous, c'est très important parce que nous, en fait, on dépend également de nos fournisseurs, donc des marchés mondiaux, d'où la fluctuation des prix et des pénuries des matières premières. Donc, on est dans le même bateau, si je peux dire. Donc, pour nous, ce qu'il faudrait, c'est effectivement qu'il y ait un équilibre, que ce soit du bon sens, de la bonne foi, et puis bon, de toute façon, en communiquant avec les collectivités, on y arrive hein, quand même, on ne va pas tout jeter, mais ce serait mieux que ce soit contractualisé également. Je pense que… Et puis là, l'idée de Madame Bédier, de le mettre systématiquement, puisque nous ne sommes pas à l'abri d'autres crises, on y est fortement favorable, hein, il n'y a pas de souci. Et puis la CPME aussi était présente au comité de crise pour la rédaction de cette circulaire. Donc, effectivement, sous la présence de M. Pelouzet, on ne peut que se féliciter des différents points qui ont été retenus suite aux propositions faites par la CPME. Voilà. Merci Christelle. Lionel, on vient d'évoquer avec Laure et Christelle cette circulaire. Du côté de l'UGAP, forcément, vous êtes impacté. Du coup, comment l'UGAP s'est organisé pour en tenir compte en matière de pénalité dans vos marchés? Alors oui, nous sommes effectivement très très impactés puisque c'est un des sujets numéro un. Je ne trahirai pas un secret d'État en vous disant ça, qui est abordé systématiquement au comité de direction de l'établissement chaque semaine, la crise des matières premières et à quel point elle impacte à la fois nos fournisseurs et nos clients. C'est une situation quand même tout à fait inédite, hein, tout à fait inédite, y compris des personnes qui ont une vraie antériorité sur ce sujet-là le disent. Et sur ce sujet-là, comme sur les autres, les pénalités de retard ne sont pas l'alpha et l'oméga, mais sont un de nos leviers, un de nos instruments pour agir. Globalement, quand un fournisseur est face à une difficulté, soit à une situation de pénurie qui se traduit soit par des hausses de prix, soit par des décalages de délai, soit par tout simplement l'impossibilité à fournir, voire un panel de 3, il faut aussi que l'acheteur public soit en capacité de répondre avec tout le panel des instruments qui sont à sa disposition. C'est-à-dire éventuellement voir ce qu'on peut accepter ou pas en termes de hausse de prix en fonction des clauses de révision de prix, voir ce qu'on est en capacité ou pas d'accepter en termes d'allongement de délai, voir
modifier les choses et assouplir les choses en matière de pénalité de retard, voire un panel D3. Là aussi, la triangulaire que je vous décrivais tout à l'heure, qui est spécifique à l'UGAP, c'est-à-dire le fait que nous avons une relation fournisseur, mais nous avons aussi une relation client, fait que aujourd'hui, nous avons plutôt fait le choix, dans la mesure évidemment des possibilités contractuelles et juridiques, de procéder à certains rallongements de délai, et donc à un décalage de fait de l'application des pénalités de retard, parce qu'on peut difficilement préempter la volonté de nos clients, qui ne sont pas que des clients d'État, de ne pas déclencher des pénalités de retard dans un certain nombre de cas. Donc nous essayons de trouver le bon compromis. Là, le levier pénalité de retard est encore une fois un des leviers, mais un seul des leviers. Mais indépendamment de ça, moi je crois que c'est ce qui se passe avec la crise des matières premières est très révélateur. C'est un bon cas d'école de comment nous pouvons mettre en application la lettre et l'esprit des nouveaux CCAG. C'est-à-dire, nous ne sommes plus du tout dans un état d'esprit d'il y a quelques années où la pénalité de retard était donc un acte largement unilatéral, avec ce que je disais tout à l'heure, cette forme de présomption de mauvaise volonté de la part du fournisseur. Aujourd'hui, nous avons des fournisseurs, heureusement ce n'est pas le cas de tous, hein, mais certains secteurs, automobiles, informatiques, mobilier, sont particulièrement affectés. Nous avons des fournisseurs qui nous disent ne nous envoyez plus ni commande ni pénalité parce que nous en avons à revendre. Nous ferons tourner les usines quand nous aurons la main-d'œuvre, les bras et les matières premières pour les faire tourner. Donc on n'est plus du tout dans un contexte qui était celui d'il y a quelques années en matière de marché public, qui était que nous étions un apporteur d'affaires pour des entreprises qui elles-mêmes, entre guillemets, avaient du mou. Ça peut changer, ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises, ce n'est pas le cas pour tous les marchés fournisseurs, mais ça devient de plus en plus le cas, notamment pour certains segments. Donc voilà, comment on manipule le levier pénalité parmi tous les autres dans ce cadre-là, c'est un cadre assez nouveau, et le nouveau CCAG, dans le cadre de ce rééquilibrage des relations acheteurs-fournisseurs, est le très bienvenu. C'est une occasion de passer à l'acte très vite. Merci Lionel. Donc, pour finalement terminer ce tour de table sur cette crise inégalée, je vais me retourner vers Nicolas. Donc, comme l'a rappelé Laure, la circulaire concerne l'État, ne concerne pas les collectivités, ne concerne pas les entreprises privées. Donc, de manière globale, sur ce sujet de crise, comment la médiation s'est-elle organisée pour faire face à cette crise, soutenir les entreprises, et quels sont les retours que vous pouvez nous faire justement sur cette gestion des pénalités dans le cadre de cette crise? Oui, effectivement, merci. C'est à travers cette crise inédite que nous traversons, on a dû effectivement déterminer quels étaient les leviers d'action possibles, et à la suite de la demande des ministres en juin dernier, Bruno Le Maire, Alain Griset et Emmanuel Vargon, on a mis en place trois modalités d'action dans le secteur du BTP. Tout d'abord, comme le précisait Madame de Oliveira, nous avons mis en place un comité de crise qui réunit à huis clos toutes les organisations de la filière BTP, hein, industriels, transformateurs, maîtres d'ouvrage, distributeurs, entreprises de travaux, afin de pouvoir intervenir sur les comportements que je qualifierais de non solidaires des acteurs structurants. C'est-à-dire à travers un travail entre pairs, pouvoir sensibiliser, écouter, déterminer, accompagner des entreprises structurantes qui auraient un comportement anormal. Donc, on a déjà traité un certain nombre de cas. On observe exactement collectivement que la mise en place de ce comité a un impact correctif sur des comportements excessifs qui pourraient avoir lieu dans le cadre de cette crise inédite. Et cela permet un dialogue permanent entre les différents acteurs de la filière et un accompagnement des acteurs structurants dans ce qu'il y a de pas forcément extraordinaire en termes de comportement, mais également de valoriser les bons comportements et d'échanger entre pairs sur les bonnes pratiques à avoir dans cette crise. Le second outil qu'on a mis en place, c'est la médiation de filière qu'on va mettre en place ces prochains jours. Dispositif qui doit permettre d'apaiser durablement les relations dans la filière, en partageant et en co-construisant des bonnes pratiques commerciales et contractuelles
pour et par tous les acteurs. Donc, c'est un dispositif complémentaire qui permet à plus moyen terme de travailler de manière plus collaborative. Le troisième point, c'est effectivement les médiations individuelles. Alors, nous ne constatons pas de flambée de saisine sur ces sujets. Il y a des tensions qu'on constate, bien évidemment, sur ces problématiques de conditions financières de marché. Mais encore une fois, pas de flambée aujourd'hui. En tout cas, voilà, ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Hein, celui que je peux vous apporter, ce n'est certainement pas l'alpha et l'oméga de ce qui se passe. Mais en tout cas, incontestablement, il y a un véritable dialogue qui est en train de s'instaurer sur ces sujets. Cela dit, le dialogue, c'est dans les deux sens. Nous nous sommes beaucoup saisis par les entreprises sur ces problématiques. J'incite également tous les maîtres d'ouvrage, tous les acheteurs publics, à nous saisir, parce que le problème, il est des deux côtés, comme le précisait bien M. Ferraris. Donc, dans une situation totalement inédite comme ça, si le dialogue devient difficile, les acheteurs publics peuvent tout autant nous saisir que les entreprises. Hein. Nous sommes neutres, nous sommes selon un fonctionnement indépendant par rapport aux problématiques qui nous sont posées. On n'a pas la solution. On l'a co-construit avec les parties, ce sont les parties qui décident de la solution. Donc, je pense que dans une période complexe comme celle que nous traversons collectivement, tant que le dialogue entre les acteurs peut se faire, c'est formidable, mais si ça devient très compliqué, on est à votre service. Merci Nicolas. Donc, on arrive à la troisième partie de cette table ronde, la dernière partie. On va faire un petit peu de prospective. Donc, Laure, on sait que la DAJ publie très régulièrement des guides et des fiches à destination des acheteurs publics comme des entreprises, notamment sur des sujets d'actualité. Y a-t-il justement quelque chose de prévu sur les CCAG ou les pénalités à venir? Juste avant de répondre à votre question, je voudrais préciser un point qui est lié au sujet qu'on vient d'évoquer, c'est que dans les nouveaux CCAG, et c'est une nouveauté, il y a un dispositif qui prévoit qu'en cas de circonstances exceptionnelles, acheteurs et entreprises ont l'obligation de se rencontrer. Donc voilà, je pense que ça reboucle bien avec tout ce qu'on a évoqué sur la nécessité de dialoguer, notamment dans ces circonstances-là. Alors, pour répondre plus précisément donc à votre question sur les publications de la Direction des affaires juridiques, on va publier un guide d'accompagnement des nouveaux CCAG qui rappellera notamment la nécessité de préserver l'équilibre des relations et de ne pas déroger au CCAG, hein, comme je l'évoquais en introduction. Alors, ce guide aurait dû être Nous avons pris un petit peu de retard, mais il devrait être publié d'ici la fin du mois. Donc ça, c'est la première publication. Et puis, comme vous le savez sans doute, sur le site de la DAJ, et je l'ai évoqué aussi en introduction, il y a une fiche sur les pénalités qui rappelle la nécessité de prévoir des pénalités raisonnables, rappelle un peu la jurisprudence avec des exemples concrets de pénalités trop importantes sanctionnées par le juge, qui rappelle aussi, et ça n'a pas été évoqué, mais je pense que c'est important de le dire, que la pénalité est un droit de l'acheteur, mais un droit auquel l'acheteur peut renoncer. Donc, l'acheteur n'est pas obligé d'appliquer les pénalités. Les acheteurs le savent, mais voilà, je pense qu'il faut leur rappeler assez régulièrement. Et donc, cette fiche pénalité est assez complète, mais nous allons la remettre à jour, donc avec notamment les nouvelles références du Code de la commande publique et d'un certain nombre de jurisprudences. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui pourra aider les acheteurs dans la bonne application des pénalités. Merci Laure. Donc, toujours effectivement sur cette partie, Christelle, on sait que, alors on l'a déjà évoqué, mais en termes de conclusion, on sait que les PME sont parfois réticentes à répondre au marché. Il y a notamment une partie sur les pénalités, mais de manière plus globale, finalement, si on devait trouver une recette pour inciter les TPE et les PME à répondre de manière beaucoup plus importante au marché public, ce serait laquelle? Alors, ce serait laquelle? En fait, on l'a déjà dit tout au long de cette table ronde, c'est, je pense, créer du lien entre tout le monde, entre tous les acteurs, qu'on apprenne à se connaître, parce que si on maîtrise les contraintes, on connaît les contraintes des uns et des autres,
déjà, c'est plus facile à accepter et d'entretenir des bonnes relations régulières aussi humaines qui perdurent dans le temps entre les chefs d'entreprise et les différents donneurs d'ordre, en fait. Tout ça parce que d'un côté, on comprendra quelles sont les réalités, les contraintes d'une TPE-PME sur le terrain, sur le territoire, parce que ce ne sont pas forcément toujours les mêmes dans tous les territoires. Et puis, je voulais préciser aussi que j'ai trouvé très bien, alors j'ai entendu tout à l'heure au début de la première table ronde, là, Monsieur Lallemand, le directeur des achats du département des Hauts-de-Seine, qui lui réunissait l'ensemble des entreprises de son territoire pour lui présenter les différents appels d'offres à venir. Et je trouve que ça, c'est déjà un bon moyen de communication, voilà, pour apprendre à se connaître et à discuter et au moins identifier les besoins et les contraintes des uns des autres. Peut-être que c'est une démarche à généraliser sur les différents donneurs d'ordre, en fait. Juste, Christelle, finalement, un témoignage pratico-pratique. Et dans les Deux-Sèvres, les TPE, PME sont-elles rencontrées régulièrement par les grands donneurs d'ordre? Est-ce que répondre à un marché, c'est facile? Est-ce que les entreprises sont organisées pour? Chez nous, ça se passe comment? Je dirais pas trop. C'est une nouvelle donne pour certains. Nous sommes, nous les poussons à répondre en fait, de par nos veilles que l'on fait. Nous sommes en relation permanente, notamment avec le département, les communautés d'agglomération. Et quand nous avons justement identifié les appels d'offres auxquels nos adhérents peuvent répondre, nous les sollicitons. On a mis en place aussi une permanence pour pouvoir répondre et les aider sur l'ingénierie, parce que c'est aussi ce qui pêche pour nos TPE-PME. On ne peut pas se cacher, on n'a pas le staff pour. Donc, à un moment donné, c'est aussi une réalité et une contrainte pour nous. Donc, on les aide dans cette ingénierie et on les met en relation et on les pousse à répondre, effectivement. Alors, c'est une démarche qui commence juste à prendre ces repères. Je dirais qu'en plus, avec les nouveaux élus, il faut reprendre à nouveau contact, refaire la même chose. Donc, c'est toujours une démarche permanente et d'où l'intérêt que nos relations perdurent sans arrêt, en fait. Vraiment, tout le temps, tout le temps. Merci Christelle. Nicolas, je crois que de manière globale, la médiation s'organise finalement pour aller beaucoup plus loin dans les bonnes pratiques et dans leur mise en œuvre, notamment en se spécialisant par filière. Donc, est-ce que rapidement, vous pouvez nous parler un petit peu de cette spécialisation par filière? Oui, bien sûr, avec plaisir, merci. Je vous ai parlé à l'instant de ce qu'on faisait dans le domaine du BTP. On a été mandaté sur plusieurs secteurs ces derniers mois afin d'accompagner la reprise, la relance et les tensions qui pouvaient y être liées en termes de relations commerciales et contractuelles entre acteurs économiques. Donc, pour information, on travaille en ce moment sur l'aéronautique, l'automobile, le secteur nucléaire et le secteur cosmétique. Donc, dans chacune de ces filières, notre objectif est tout d'abord, par rapport à tout ce qui peut être dit, échangé, etc., c'est de mesurer, c'est d'objectiver la relation entre les acteurs économiques, ce qui permet de partir sur des bases partagées, ce qui peut être très utile ensuite pour comprendre là où ça va bien et là où ça va moins bien. Et donc, une fois qu'on a mis en place ces dispositifs de mesure et d'objectivation, par exemple à travers des sondages, on travaille sur les relations entre les acteurs économiques, par rapport aux points de faiblesse qu'on a pu identifier, là aussi, entre pairs et avec l'ensemble des fédérations professionnelles concernées. Donc, ce genre de dispositif dans la période un peu complexe que nous traversons actuellement, avec un très fort dynamisme économique et en même temps un certain nombre de tensions qui peuvent mettre à mal certaines entreprises, nous semble tout à fait utile pour à la fois amener des outils de dialogue, on a parlé de médiation ce matin, mais également d'orienter progressivement les grands acheteurs, les acheteurs publics, les acheteurs privés, vers des dispositifs d'achat responsables, comme on a pu l'évoquer dans la précédente table ronde. Merci Nicolas. Donc,
Lionel, en conclusion, on l'a vu, finalement, la recette en matière de pénalité, c'est de faire en sorte de ne pas avoir à en appliquer, même si parfois on est obligé d'y arriver. Donc, pour conclure et pour donner une vision à l'ensemble des acheteurs publics qui nous écoutent, finalement, c'est quoi les 2-3 points sur lesquels il ne faut pas se louper, justement pour éviter d'appliquer des pénalités? Première préconisation, et là aussi je vais peut-être enfoncer quelques portes ouvertes, mais mettre l'accent sur le sourcing. Lorsqu'on déclenche des pénalités qui sont mal vécues par le fournisseur, voire qui seraient trop élevées, voire qui seraient inadaptées, c'est que forcément on a loupé quelque chose au stade du sourcing. Donc ne pas hésiter à évoquer, y compris, même si ça peut paraître un petit peu bizarre lorsqu'on n'est même pas encore en relation contractuelle avec une entreprise, ce qui peut mal se passer, ne pas hésiter à évoquer, y compris potentiellement ce type de sujet dans le sourcing, toujours mettre en place une boucle d'amélioration continue et de retour d'expérience sur l'exécution des marchés. Et puis pourquoi pas, je ne sais pas si ce serait possible à l'UGAP vu qu'on ne peut pas préempter les décisions de nos clients, mais je me dis pourquoi pas instaurer et partager une bonne pratique de la part des acheteurs publics qui est d'inscrire dans nos indicateurs qualité le fait de diminuer le déclenchement des pénalités. Parce que ma foi, ça serait probablement un bon indicateur du fait que nous sommes collectivement en capacité de prendre le management de la relation fournisseur de façon plus globale et plus constructive. Merci Lionel. Alors, il nous reste quelques minutes pour répondre aux quelques questions qui sont quand même très nombreuses. Alors, j'ai une question qui me semble être très intéressante et pratico-pratique de Gilles Besson. Quid des nouveaux CCAG dans le cadre d'un marché qui est en cours, finalement, ou d'un NAO qui est en cours d'attribution, quels CCAG vont s'appliquer? Alors, plutôt Laure. Oui, alors là, c'est très clair, hein, c'est la règle à chaque fois qu'il y a une modification du cadre juridique de la commande publique, ça ne s'applique que aux appels d'offres lancés après la publication du nouveau cadre juridique. Donc là, actuellement, ça dépend de la date à laquelle le marché a été lancé, mais c'est sans doute les CCAG 2009 qui s'appliquent. Merci Laure. Alors, je regarde les autres questions. Alors, une autre question. À quel moment doit-on déclencher la procédure contradictoire dans le cadre d'un marché et qui doit le faire au sein de la chaîne d'achat? Alors là, je ne sais pas, un volontaire pour répondre. Je veux bien, pas répondre, mais lancer la discussion parce que là, pour le coup, je pense que c'est spécifique à chaque acheteur. Dans notre configuration, le client est évidemment un acteur majeur, mais ça, c'est une particularité UGAP. Donc, voilà. Merci. Alors, j'ai une autre question. Oui, allez-y, Laure. Oui, peut-être. Enfin, ce qui me semble assez logique, c'est qu'en matière de pénalité, donc c'est l'acheteur qui envisage d'appliquer une pénalité, donc c'est lui qui lance le dialogue et la procédure contradictoire. Alors, peut-être que la question, c'est l'acheteur, c'est quel est le rôle, enfin, quel rôle dans l'organisation de l'entité publique? Quelle fonction, peut-être, c'est peut-être le sens de la question. Finalement, qui dans la structure? Le directeur achat, le directeur de la commande publique, peu importe. C'est celui qui suit l'exécution du marché. Je pense que ça dépend de chaque structure. Hein. Voilà. Et des délégations au sein de la structure. Oui. Voilà. Alors, j'ai une autre question, c'est pourquoi ne pas avoir plafonné les autres pénalités, autres que les pénalités de retard dans les nouveaux CCAG? Alors, j'y ai plus ou moins répondu, mais sans doute pas assez clairement. En fait, c'est effectivement un sujet qui s'est posé. Et en fait, notre méthode de travail à la direction des affaires juridiques, lorsque nous révisons les textes ou les CCAG, c'est vraiment d'associer l'ensemble des acteurs et de parvenir à un consensus. Puisque pour que la réglementation soit bien appliquée, elle doit être connue et relativement consensuelle. Et donc, autant nous avons fini par avoir un consensus, non pas de tout le monde, enfin en tout cas une majorité qui se dégageait pour approuver le plafonnement des pénalités de retard, autant ça n'était pas le cas pour le reste.
Et donc, du coup, nous nous sommes contentés de plafonner les pénalités de retard, conformément, encore une fois, aux méthodes de travail que nous appliquons pour l'ensemble des modifications de la réglementation. Merci. Alors, j'ai une autre question de Vanessa Duquesnoy. Est-il possible de demander le plafonnement des pénalités en cours de procédure pendant la période de questions-réponses, qui est la période d'échange avant le délai de réponse, ou est-ce déjà trop tard? Qui veut répondre? Laure. Bon, je ne veux pas manipuler la parole. Ça fait partie comme des conditions d'exécution du marché, donc ça me paraît un peu compliqué de commencer à négocier alors même que ça fait partie des choses qui ont été publiées, donc je pense que c'est un peu compliqué. Merci Laure. Alors là, je pense que Laure Mehdi a été claire sur la réponse, parce que j'ai deux questions qui sont finalement renoncer à une pénalité n'est-il pas constitutif d'une libéralité formellement proscrite par les personnes publiques? Et renoncer à l'application d'une pénalité ne peut-il pas nous être reproché d'un point de vue pénal? Je pense au délit de détournement de biens publics. Donc, je pense que Mme Béni a répondu à cette question tout à l'heure en disant qu'une entité publique pouvait renoncer à l'application des pénalités, si je ne me suis pas trompée. Laure? Exactement. Donc oui, non, ça n'est certainement pas constitué de détournement de fonds publics ni de libéralité. C'est jamais une obligation pour l'acheteur. Voilà, alors écoutez, il est 59. Alors j'ai d'autres questions et j'ai une très très grande question que nous n'avons pas le temps de traiter. Donc de toute façon, nous aurons l'ensemble des questions dans l'enregistrement du webinaire. Donc effectivement, nous pourrons vous apporter des réponses écrites aux questions qui n'auraient pas été traitées. En tous les cas, je vous remercie pour cette participation à cette table ronde, et on le voit, les pénalités sont un sujet très riche, effectivement, et qui suscite l'intérêt tant du côté des opérateurs économiques que des entreprises. Donc voilà, donc pour continuer à échanger, n'hésitez pas à regarder d'ailleurs les replays si vous aviez besoin de reprendre des questions. Voilà, et puis en cas de litige, n'hésitez pas à consulter le médiateur des entreprises qui est là pour vous aider. Et de manière globale, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, une commande publique, c'est une relation entre un acheteur, une entité publique et un opérateur économique qui va devoir se faire dès l'étape amont pour effectivement aller rencontrer les différents opérateurs économiques, mais tout au long de la vie, et que, in fine, la pénalité n'est que le dernier levier d'action, et qu'on doit effectivement essayer d'entamer un dialogue constructif tout au long de sa relation. Donc, je vous remercie, Laure, Christelle, Nicolas et Lionel, pour votre participation à cette table ronde. Merci. Merci de cette invitation. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir.